bonsoir à vous, chers compatriotes, qui nous recevez chez vous de Mwanda à Dilolo. Bienvenue à Inside News RDC. En ce mercredi 4 février 2026, l'actualité de notre nation ressemble à un miroir brisé. D'un côté, les ors de Washington, où le président Félix Tshisekedi participe au National Prayer Breakfast. De l'autre, la réalité glaciale de nos comptes publics et de nos provinces occupées. Pendant que nos dirigeants s'inclinent pour la prière aux États-Unis, le Fonds monétaire international livre un verdict sévère. Notre effort de guerre est entravé par un train de vie de l'État qui refuse tout sacrifice. À l'Est, nos frères et sœurs attendent un cessez-le-feu qui peine à quitter le papier des accords de Doha. La RDC est aujourd'hui ce géant dont on se dispute les entrailles minières à la Maison-Blanche. Mais nos enfants peinent à voir les dividendes de cette diplomatie de haut vol. Nous allons ce soir regarder la vérité en face. Entre les promesses de dialogue interne et les transactions à 12 milliards de dollars, qui défend notre souveraineté? Entamons ce récit sans détour par l'impasse politique qui paralyse notre cohésion nationale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait profité de ses vœux au corps diplomatique ce week-end pour fixer son cadre. Il reconnaît que l'unité nationale s'impose face à la crise sécuritaire. Toutefois, il pose des conditions fermes. Le dialogue doit se tenir sur le sol national. Il doit être conduit par les institutions actuelles. Surtout, il ne doit pas remettre en cause les résultats des élections de 2023. Ce fait brut intervient alors que les processus de Washington et de Doha tentent péniblement de stabiliser nos frontières. La médiation internationale observe ce raidissement de Kinshasa avec une inquiétude croissante. La justification officielle est claire. Le président refuse que ce dialogue devienne une blanchisserie pour politiciens en quête de poste. Il veut éviter de diluer les responsabilités face à l'agression rwandaise. Cependant, la réalité du terrain politique est celle d'un rejet massif. L'opposition y voit un piège. Pour Moïse Katumbi, via son porte-parole Olivier Kamitatou, c'est un simulacre. Ensemble pour la République exige une médiation neutre du tandem Senko et CC. Deli Sezanga, pour le parti Envol, dénonce un outil conjoncturel pour désamorcer la pression. Même le camp de Joseph Kabila, réuni à Bruxelles, accuse le pouvoir de choisir l'escalade au détriment de la cohésion. L'analyse indépendante souligne une fracture profonde. Matata Ponyo et son regroupement LGD déplorent la sélectivité du schéma présidentiel. Ils appellent à la sagesse pour éviter une rupture totale. Maître Jean-Claude Katende, président de l'ASADAO, juge les conditions présidentielles difficilement acceptables. Il rappelle que le peuple a l'œil ouvert sur ces manœuvres. Pour le prix Nobel Denis Mukwege, le préalable est unique, la fin de la guerre. Il martèle que la justice doit précéder toute discussion politique. Sans cela, le dialogue n'est qu'une diversion pendant que le pays saigne. L'impact citoyen de ce blocage est dévastateur. Cette paralysie politique empêche une réponse nationale unie contre l'agression du M23 soutenue par Kigali. Tant que Kinshasa reste une arène de contestation, la mobilisation générale demeure un slogan vide. Le pouvoir d'achat s'effondre pendant que nos leaders se disputent sur le nom du médiateur. Comment parler d'une seule voix face au monde quand nous sommes incapables de nous asseoir ensemble? Cette crise de confiance ne risque-t-elle pas de transformer l'appel à l'unité en une simple formalité administrative? À quel moment l'intérêt supérieur de la nation passera-t-il avant la survie des régimes et des carrières? Le rapport de la deuxième revue du SNI, publié ce matin, révèle une vérité douloureuse. L'institution constate des écarts significatifs par rapport aux cibles budgétaires. Le FMI reconnaît l'impact du choc sécuritaire à l'Est, qui a coûté 1,2 point de PIB supplémentaire. Mais le fonds pointe surtout le dépassement systématique des dépenses exécutées en procédure d'urgence. Sur le papier, chaque franc dépensé est justifié par l'urgence militaire. C'est la version officielle. Mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. En 2025,
le gouvernement a dépensé 844 millions de dollars pour le seul fonctionnement des ministères. C'est un dépassement de 33% par rapport aux prévisions. On y trouve des frais de mission, des primes et du carburant pour les cortèges. Comparez ce gouffre au chèque de 421 000 dollars remis par la première ministre Judith Suminwa pour l'effort de guerre. Ce montant symbolique est une goutte d'eau face aux millions engloutis par le train de vie des institutions. Le FMI prévient même que la fermeture des services fiscaux en zone occupée aggrave cette fragilité. L'analyse indépendante confirme l'existence d'un effet d'éviction massif. Le plancher des dépenses sociales n'a pas été respecté en 2025. On sacrifie la santé et les écoles pour financer les voyages de l'élite. Le FMI s'inquiète de cette opacité qui fragilise la discipline budgétaire. La sobriété promise par le chef de l'État en janvier 2025 s'est évaporée dans les couloirs des ministères. Les procédures d'urgence sont devenues la norme pour contourner les contrôles. C'est une gestion à deux vitesses qui insulte le sacrifice de nos soldats au front. L'impact sur le quotidien des Congolais est immédiat. Ce déséquilibre nourrit l'inflation et affaiblit notre monnaie. Comment demander aux fonctionnaires de patienter quand les cabinets politiques consomment sans compter? Cette injustice mine le moral des troupes et de la population. L'effort de guerre ne peut pas être un simple argument de communication pour justifier des dépassements somptuaires. Est-il moral de solliciter la solidarité nationale quand l'État refuse de réduire son propre luxe? Cette gestion budgétaire n'est-elle pas devenue le bouclier d'une corruption qui ne dit pas son nom? À Washington, l'accord entre Glencore et Orion Critical Mineral, valorisé à 9 milliards de dollars, change la donne. Les États-Unis soutiennent l'acquisition de 40% des parts de Mutanda Mining et Kamoto Copper Company. Parallèlement, Donald Trump a lancé le Project Vault de 12 milliards de dollars. Ce programme vise à constituer un stock stratégique de minéraux critiques sur le sol américain. Robert Friedland d'Ivanhoe Mines était présent dans notre bureau ovale pour sceller cette alliance stratégique. Le miroir international révèle une guerre froide pour les ressources. Nos concentrés de Kipushi sont essentiels. Ils contiennent 90 grammes par tonne de germanium et 70 grammes par tonne de gallium. Ces métaux sont indispensables pour les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Le secrétaire d'État Marco Rubio voit en la RDC un partenaire vital pour contrer l'influence chinoise. Le négociant international Mercuria est déjà en discussion avancée pour acheminer ses richesses vers les fonderies américaines. Gécamine conserverait le droit de commercialiser 50% de cette production hautement stratégique. La justification officielle à Kinshasa vante un vote de confiance majeur. Le ministre Julien Paluku y voit une opportunité historique de développement. Mais l'analyse indépendante tempère cet enthousiasme. Nous restons des exportateurs de concentrés bruts. La valeur ajoutée et les emplois industriels restent en Occident. La dépendance envers Washington remplace celle envers Pékin. On change de maître, mais la structure de notre économie reste extractive. Sans transformation locale, ces milliards de dollars ne resteront que des chiffres dans les rapports annuels des multinationales. Pour le citoyen, l'impact reste flot. Cette diplomatie minière stabilisera-t-elle enfin le coût de la vie? Pour l'instant, elle déplace les centres de décision loin de nos frontières. Le destin de nos provinces se discute entre investisseurs et diplomates étrangers. Pouvons-nous parler de souveraineté quand l'avenir de nos mines se décide à la Maison-Blanche? Le défi est désormais d'utiliser ce levier pour exiger une industrialisation réelle. Saurons-nous transformer ce stock stratégique américain en un moteur de prospérité pour nos propres communautés? Le président Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu se retrouvent à Washington pour le National Prayer Breakfast. Cet événement rassemble l'élite mondiale sous un vernis de piété chrétienne. C'est un dispositif de soft power américain extrêmement sophistiqué. La foi y sert de langage commun pour créer un climat de confiance avec les dirigeants étrangers. Ici, on ne signe pas de traité,
mais on noue des liens d'allégeance symboliques. C'est un espace où la diplomatie informelle prime sur les protocoles officiels. C'est la version officielle. Mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. Cette rencontre ressemble à une forme de néocolonialisme spirituel. La prière accompagne des intérêts matériels très concrets. Pendant qu'on parle de réconciliation, on négocie l'accès au cobalt et au coltan. On habille d'un langage moral des enjeux de puissance économique. L'asymétrie est totale. La RDC vient en demandeur de soutien sécuritaire face au Rwanda. En échange, Washington attend un alignement géopolitique et des facilités pour ses entreprises minières. L'analyse de ce dispositif révèle une socialisation des élites congolaises. Être invité à Washington devient un brevet de respectabilité politique. Cela produit un club de dirigeants dont la légitimité semble parfois dépendre plus de l'onction américaine que de l'ancrage national. Cette diplomatie de dépendance déplace le centre de décision hors du continent africain. Les grandes annonces pour le Congo se font de plus en plus dans les capitales occidentales. On assiste à une colonisation des imaginaires où l'arbitrage étranger est perçu comme naturel. Cette présence massive à Washington change-t-elle le sort de la mère de famille à Goma? Pour l'instant, elle confirme surtout notre vulnérabilité. La souveraineté devient une valeur négociée au gré des intérêts des superpuissances. Pourquoi nos leaders courent-ils après la bénédiction des pasteurs américains alors qu'ils ignorent les attelles de nos propres autorités morales? À quel moment cesserons-nous d'être des invités à la table des autres pour choisir nous-mêmes notre menée? La tiédeur diplomatique ne doit pas être l'aveu d'une impuissance à résoudre nos problèmes par nous-mêmes. La souveraineté logistique de notre pays avance sur plusieurs fronts. À Luanda, la réunion de coordination du corridor de Lobito a marqué un tournant. La Banque mondiale mobilise des milliards pour relier nos mines aux marchés mondiaux via l'Angola. Parallèlement, nos lignes maritimes congolaises renforcent leur présence à Dubaï. Le partenariat entre LMC et DP World à Djebel Ali vise à créer une ligne directe vers la Chine. L'objectif est de réduire les coûts d'importation pour soulager le pouvoir d'achat des foyers. À Kisangani, le sénateur Jean Bamanissa plaide pour que cette dynamique atteigne l'énergie. Il exige la réhabilitation complète de la centrale Tshopo 1 et 2 pour mettre fin au calvaire de l'obscurité. Ces projets ambitieux posent une question de fond. Saurons-nous transformer ces infrastructures en leviers de production locale? Ou resterons-nous de simples spectateurs du transit de nos propres richesses vers l'extérieur? Sur le front de la justice et de l'ordre public, l'autorité de l'État tente de s'imposer. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, engage une lutte judiciaire contre le vandalisme des infrastructures de la SNEL. Le sabotage des câbles et des transformateurs est désormais traité comme une atteinte au patrimoine national. Dans le même élan de fermeté, Acacia Bandoubola a lancé l'opération Zéro Tolérance après l'incendie tragique de Limete. Les agréments des dépôts de carburant clandestins, nichés au cœur des quartiers résidentiels, sont retirés sans préavis. Cette reprise en main est indispensable pour l'image internationale de notre nation. Car aucune diplomatie minière ne peut être crédible si notre capitale reste vulnérable au désordre. Le pont est désormais jeté entre la sécurité de nos quartiers et notre stature sur la scène mondiale. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a présidé une réunion ministérielle historique sur les minerais critiques ce mercredi. Pour les États-Unis, sécuriser le zinc et le germanium de la mine de Kipushi est une priorité de sécurité nationale. Le lancement du Project Vault par Donald Trump confirme la volonté de Washington de constituer des stocks stratégiques massifs pour ses centres de données et son intelligence artificielle. En quoi cela change-t-il la donne pour nos provinces? Pour le Haut-Katanga, cela signifie une relance industrielle sous haute surveillance géopolitique. La mine de Kipushi vise une production de 290 000 tonnes de concentré de zinc dès cette année. Le pivot congolais devient essentiel dans la compétition technologique entre l'Occident et la Chine.
Mais cette importance stratégique nous expose aussi au vent violent des rivalités entre grandes puissances. Le défi pour notre pays n'est plus seulement d'exporter. Il s'agit d'utiliser ce levier unique pour exiger une paix durable. Nous ne devons plus être le terrain de jeu des autres, mais le maître de notre propre destin industriel. La bataille pour notre souveraineté financière passe désormais par les Émirats arabes unis. L'accord APEG signé à Abu Dhabi vise à court-circuiter l'or qui alimente la guerre via le Rwanda. En 2023, Primera Gold a déjà prouvé son efficacité en exportant 5000 kg d'or artisanal. C'est plus que tout ce que la RDC a exporté officiellement en 15 ans. Cette formalisation prive les réseaux mafieux de ressources vitales et renforce nos réserves nationales. Sur le plan sécuritaire, la MONUSCO se dit prête à appuyer techniquement le cessez-le-feu de Doha. Cette médiation du Qatar entre le gouvernement et l'AFC M23 dispose désormais de termes de référence clairs. Le mécanisme conjoint de vérification devra s'assurer que les armes se taisent réellement sur le terrain. L'implication des États-Unis et de l'Union africaine dans ce processus montre que la stabilisation de l'Est reste une priorité internationale majeure. Enfin, la visite à Kinshasa d'Éléonore Carrois, ministre française de la francophonie, rappelle notre poids démographique. Avec 320 millions de francophones aujourd'hui, le monde en comptera 700 millions en 2050, majoritairement en Afrique. La RDC sera le cœur battant de cet espace linguistique. Mais au-delà des chiffres, nos partenaires sont-ils sincères? Ne cherchent-ils pas seulement à sécuriser leurs intérêts dans un Congo apaisé en surface? La vigilance reste notre meilleure défense. Au terme de cette édition, une évidence s'impose. Notre nation est à la croisée des chemins. Nous avons analysé un dialogue national en impasse, piégé par des conditions qui divisent. Nous avons exposé un budget où le train de vie des ministres étouffe les besoins de nos soldats. Pendant ce temps, à Washington et Dubaï, la diplomatie minière scelle des accords de plusieurs milliards. La RDC devient le pivot technologique mondial, mais au prix d'une souveraineté souvent négociée loin de nos terres. Entre la prière aux États-Unis et la rigueur réclamée par le FMI, nous cherchons notre dignité. Comme le rappelait Charles de Gaulle, il n'y a que des intérêts. Cette phrase doit être notre boussole. Nos minerais ne sont pas des cadeaux, mais des armes pour obtenir la paix. La souveraineté ne se construit pas avec des discours, mais par une gestion rigoureuse de chaque franc congolais. Que la paix et la justice habitent vos foyers. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. C'était Mallory pour Inside News RDC. Bonne continuation et à demain.